Alors maintenant, on accueille Barbara, qui donc est notre ancienne présidente et qui fait beaucoup, beaucoup pour la FCP et qui, euh, que dire, beaucoup de choses à dire. On n'a peut-être pas énormément de temps. Euh, c'est la première présidente femme de notre société savante, voilà. Pionnière, bah voilà, c'est la première, mais c'est la première d'une longue série, je pense. Et donc, il va nous parler de l'Alux Rigidus et de ses perspectives. Alors, c'est un honneur pour moi de parler à l'Académie nationale de chirurgie. D'abord, mon père était Gérard Legré, un grand chirurgien orthopédiste marseillais, et il aurait été très fier de me voir aujourd'hui. Je vais peut-être faire une petite larme, je suis désolée, il est décédé. Donc, je suis Barbara Piclet, je suis donc chirurgien orthopédiste spécialiste du pied et de la cheville. Je travaille à Marseille et à La Ciotat. Et en tant que femme, je suis heureuse d'avoir représenté ma spécialité car c'est l'ouverture vers un grand futur. Et je suis très heureuse, Madame la Présidente, d'être ici aujourd'hui. Alors, donc, perspective contemporaine en Alux Rigidus. Donc, on va parler de mobilité et de non-mobilité. Donc, en fait, lorsqu'on est membre de la FCP et de la Fédération française, euh, l'American Federation of Foot and Ankle Surgery, on a accès sur notre site à tous nos travaux sur cette pathologie dégénérative qui est la pathologie dégénérative la plus fréquente du pied, donc la luxe rigidus, avec notamment un symposium à la Sofcote en 2019, un congrès en Europe à l'EFAS en 2021, puis un algorithme décisionnel publié en 2022 dans les cahiers d'enseignement de la Sofcote et dans la RCO en 2024. Donc, nous disposons de trois grades de classification qui sont des grades radiologiques. Bisson et Hall, qui ont comparé 18 systèmes de classification, n'ont pas réussi à trouver une classification satisfaisante pour stratifier les différents stades de la maladie et pour faciliter nos décisions thérapeutiques. Vous voyez ici que nous avons aussi un grade 0 et un grade 4 qui fournissent en fait des informations cliniques. Le grade 0 pourrait correspondre à la luximitus fonctionnelle et on en dira quelques mots. Donc, si la douleur et la raideur sont les définitions anciennes qui étaient faites par Cottrell, qui était un chirurgien britannique, qui avait défini comme ceci la lux rigidus, vous voyez bien que sur ce cas, qui est un patient de 80 ans, sa seule gêne est due à l'hypercontact entre le premier et le deuxième orteil, et il n'est ni douloureux ni raide. C'est à la même chose au genou. Quand on regarde les publications des rhumatologues, il y aurait 40% d'arthrose sévère du genou qui sont indolores lors de dépistage systématique par IRM. Souvent, les motifs de consultation ne sont pas au niveau de la première articulation, qui est pourtant arthrosique, mais sur l'interphalangienne distale, comme ce patient qui présente une hyperflexion dans l'interphalangienne distale, ou par des phénomènes de compensation, que vous voyez ici très bien quand on regarde, si on appuie sur un podoscope, vous voyez aucun appui sur le gros orteil qui est douloureux, ou pas, mais en tout cas, des déformations des orteils latéraux. Donc, l'algorithme, et ici nous avons Véronique Darcel ici présente qui a publié avec Alexis Thune cet algorithme, vous donne un peu ce qui est possible. Alors, je vais un peu décortiquer parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, vous avez des arthroses. Alors, le terme de rigidus, avec le mot rigide, moi je n'aime plus trop, j'aime bien appeler ça une ostéoarthropathie de la métatarso-phalangienne de la luxe. C'est comme les déformations en griffe des orteils. On ne peut pas parler de griffe, on parle de déformation parce qu'il y a tellement de déformations différentes qu'on ne peut pas définir un seul terme. Donc, je crois qu'au XXIe siècle, l'ostéoarthropathie est un meilleur terme que la luxe rigidus. Je passerai sur cette histoire sémantique qui pourtant me tient à cœur. Donc, en fait, cet algorithme est pas mal. Et vous voyez que, en fait, quand on a une ostéoarthropathie sévère, donc ça veut dire qu'on a des douleurs et une raideur, et ben, le gold standard va être l'arthrodèse. Et vous voyez en tout petit l'arthroplastie, j'en parlerai très peu. Donc l'arthrodèse, oui, sauf quand vous avez des déformations avec des proliférations ostéophytiques aussi importantes qui peuvent amener à simplement faire un nettoyage de ces ostéophytes, car l'articulation est déjà en rédige et s'il s'agit d'une personne âgée, c'est une bonne solution. On n'est pas obligé de faire une arthrodèse.
Alors, ce qui est très intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui est douloureux dans ces ostéoarthropathies de la métatarso-phalangienne? Alors moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une sœur qui est rhumatologue de très bon niveau, qui est Virginie Le Grévoyer ici à Paris. Et j'ai beaucoup passé de temps avec elle pour qu'elle m'explique qu'est-ce qui fait mal dans cette arthrose. Donc, ce qui fait mal, c'est l'inflammation synoviale. Et l'inflammation synoviale, donc en dehors du fait que sur ce pied, vous voyez qu'il y a un œdème et une raideur, eh bien, on la voit très bien sur l'échographie, qui est vraiment, avec l'écho Doppler énergie, un très très bon test qui ne nécessite pas une IRM pour voir cette inflammation. Cette inflammation, il faut la voir car elle détruit tout. Et donc, il faut l'arrêter. Que vous soyez, qu'on décide une chirurgie ou pas une chirurgie, c'est très important de voir cette inflammation synoviale avant. Qu'est-ce qui est indolore? Ben, le cartilage. Le cartilage, ça ne fait pas mal, bien qu'il y a des études récentes qui montrent une néovascularisation, une néo-innervation de ce cartilage. Ça ne fait pas mal. L'ostéosclérose, c'est l'épaississement de l'os donc, qui est sous le cartilage, qui s'appelle l'os sous-chondral, qui s'épaissit probablement pour augmenter, comment dire, supporter cette pression articulaire. Mais lorsqu'il n'y a plus du tout de cartilage, eh ben, en fait, l'os ressemble à de l'ivoire et il n'y a plus aucune douleur. Par contre, l'os peut être douloureux. L'os peut être douloureux si il a des kystes et s'il a un œdème. Donc, c'est très douloureux parce que c'est comme des espèces de poches d'eau dans l'os qui sont sous pression. Et ça, on les voit bien à l'IRM. Ce qui est douloureux aussi, ce sont les ostéophytes. Parce que Alors, pardon, excusez-moi, je passe un peu trop vite. Pour savoir si une articulation a des douleurs osseuses, il y a plusieurs tests. Il y a un grading test qui consiste à pousser l'orteil dans l'axe de l'articulation pour essayer de développer une douleur. Dans mes mains, ça marche jamais. Moi, j'ai un test qui est génial. C'est-à-dire que je fais une pression sur la première phalange. Et si ça, c'est douloureux, on sait qu'il y a une douleur osseuse. Donc, ce sont des signes qui sont importants sur les indications. Donc les ostéophytes, bien sûr, il y a des publications qui montrent que, évidemment, ces ostéophytes dorsaux, ben, ils compriment tout ce qui passe par là, les tendons, les nerfs. Donc c'est souvent, les patients se plaignent souvent juste de névralgie et pas du tout de douleur articulaire. Donc voilà tout ce qui peut être douloureux dans une articulation. Qu'est-ce qui peut être douloureux encore? C'est-à-dire que nous, bon, on est orthopédiste, donc on est mécanicien, mais comment s'intéresser au terrain? Ben, il faut poser des questions aux patients, car en fait, les rhumatologues ont défini plein de phénotypes au niveau de ces ostéoarthropathies. Nous, on est très intéressés aux phénotypes mécaniques, mais il y a des phénotypes dus au vieillissement, des phénotypes dus au diabète, des phénotypes dus à plein de choses en fait. Donc, il faut vraiment s'intéresser au terrain de notre patient. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on a un hallux, excusez-moi, je dis encore rigidus, mais bon, c'est des habitudes de long terme, qu'on a des douleurs in raideur et qu'on a décidé une arthrodèse, eh bien, il va falloir préparer notre patient à qu'est-ce qui va lui arriver avec cette arthrodèse, en tout cas le prévenir. Donc, évidemment, on sait qu'un grade 3-4, selon McNeil, c'est le gold standard, c'est l'arthrodèse. Et puis, si vous avez une radio aussi déformée que ça, il n'y a vraiment aucun sujet, quoi. On fait une arthrodèse, évidemment. Quels vont être les avantages de cette arthrodèse? Donc, Michel Maestro a beaucoup parlé de tout ça. Donc, on va arrêter la douleur. Donc, ça, Nazim l'a très bien dit. S'il y a une déformation, ben, on va la corriger de manière définitive, c'est sûr. On va redonner de la force d'appui au gros orteil, ça c'est clair. On pourra porter des chaussures normales de série. Donc, ça, je vais mettre un petit bémol à cette phrase. Et tous les gestes de la vie courante sont permis. On peut pratiquer la plupart des sports et également la course à pied. Donc ça, c'est les avantages qui font que l'arthrodèse est un gold standard. Euh, alors, les inconvénients. Donc, on ne peut pas porter de talons. Donc, si on regarde les chaussures des femmes de cette salle, excusez-moi, mais en fait, moi, mon père, quand j'étais jeune, me disait, regarde cette patiente, ce patient qui marche dans la rue, qu'est-ce qu'il a? Donc, j'ai toujours observé les gens marcher. Là, j'observe beaucoup les chaussures féminines. Dans cette salle, toutes les femmes ont des talons, y compris les brésiliennes qui sont venues présenter tout à l'heure. Donc, la femme met du talon. Donc, impossibilité de port du talon. Alors là, j'ai mis 6 cm, c'est-à-dire qu'on peut porter jusqu'à 4-5 cm sans problème. On ne pourra jamais porter plus haut. Bon, c'est pas très grave, sauf que moi, j'ai été interne dans les années 80 et dans les années 80, toutes les femmes portaient des talons pour travailler tous les jours. Il est vrai qu'on avait d'excellentes chaussures à l'époque, on avait du Stéphane Kélian, etc., qu'on n'a plus maintenant, puisqu'on n'a plus cette qualité de chaussures. Mais en gros, ça reste un problème. Alors, effectivement, vous verrez dans la jeune génération des jeunes qui se mettent soit en basket, soit avec 10 cm de talon, avec des loups-boutins. La loup-boutin, on ne peut pas marcher avec, ce n'est pas possible. Mais par contre,
On peut marcher avec des chaussures comme ça c'est une styliste japonaise qui est née en fait au Brésil et qui a développé des chaussures vraiment confortables avec un patin antérieur et un talon. Et donc les femmes aiment mettre des chaussures, c'est de la réalité, on ne peut pas ne pas considérer ça. Et les femmes aiment changer les hauteurs de talons. Donc c'est un vrai sujet, il y a plein de femmes qui ne veulent pas d'arthrodèse. Ensuite, on ne pourra pas monter et se maintenir sur la pointe des pieds. C'est-à-dire, on pourra juste se mettre sur l'axe latéral des métatarso-phalangiennes. Donc, on a fait au Congrès européen de chirurgie du pied et de la cheville, où il y avait essentiellement des hommes, comme d'habitude, on a fait des photos de tous les présidents des sociétés. Il y avait 32 sociétés. Donc, il y en a beaucoup qui ont dû se mettre accroupis devant. Et moi, je faisais que dire sur mon micro, no fusion, vous ne pouvez pas vous accroupir, quoi. En gros, c'était très drôle la situation. Et j'ai pu aller dans ce sujet qui me tient à cœur. L'escalade est contre-indiquée, le démarrage au sprint est impossible. Et donc, si on a une flexion dorsale de cheville insuffisante en plus, eh bien, on ne peut pas s'accroupir. Donc, il y a des contre-indications qui sont, qui sont des contre-indications relatives. Avant de faire une arthrodèse du gros orteil, ben, il faut regarder s'il y a une raideur ou une lésion de la tibia italienne. Ensuite, s'il y a une autre articulation du médio-tarse inclus ben, et qu'elle est douloureuse, ben, il va falloir la fusionner en même temps. Ensuite, s'il y a une lésion de l'articulation distale du gros orteil, eh ben, c'est un problème aussi. Et ensuite, les patients qui ont des anesthésies plantaires ou un équin sont des contre-indications relatives. Ensuite, parlons du réglage. Le réglage, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de consensus sur le réglage parfait de ce blocage. Rendez-vous compte qu'on va bloquer l'articulation qui permet la propulsion du corps en avant. Donc, si vous réglez sans tenir compte de qu'est-ce qui se passe derrière, alors on ne parle pas que du pied, on parle aussi de tout ce qui se passe au niveau de l'ensemble du membre inférieur, le genou, l'antéversion de hanche, une scoliose, et puis aussi toutes les petites phrases en bas le psychisme et les talons hauts. Bon, alors, moi j'aime bien figer dans les esprits les images, donc si vous ne regardez pas au-dessus du pied, eh ben, bon, vous n'allez pas être en déni cosmique, mais enfin le patient risque de vous en vouloir beaucoup. Donc, regardons tout ce qui se passe au-dessus de l'endroit qu'on va opérer. Donc ensuite, quelles sont les complications de l'arthrodèse? Donc en fait, elles sont sous-estimées, ces complications. Alors il y a eu un gros travail de la FCP en 2017 où il y a eu à peu près 1000 arthrodèses qui ont été colligées dans plusieurs centres d'orthopédie autour de Lyon. Et sur ces 1000 arthrodèses, il y en avait 190 qui étaient des reprises. Et sur ces reprises, il y avait un peu plus de la moitié qui étaient des gènes au matériel, où donc on a enlevé le matériel et ça réglait le problème. Quand ça ne consolide pas une arthrodèse, c'est pas dramatique. Il faut d'abord enlever le matériel et très souvent, elles sont pas douloureuses alors qu'elles ne sont pas consolidées. Vous voyez même des arthrodèses qui ont des mouvements et qui sont absolument indolores. Par contre, l'étude, elle est très importante, cette étude, parce que son grand intérêt, c'est c'est une étude au-delà de 5 ans et que donc elle a trouvé des métatarsalgies qui apparaissent un peu tardivement et des conflits sur l'interphalangienne distale aussi, pardon, qui apparaissent tardivement. Donc c'est de la réalité, il y a des complications de l'arthrodèse. Donc voilà. Donc si on ne peut pas faire d'arthrodèse, peut-on faire autre chose? Donc, à ce symposium sur la Lux rigidus, c'est Solène Fréissy, vous voyez, ma jeune associée qui a fait un travail avec Michel Maestro pour dire que la conclusion, c'est que ben, les prothèses de gros orteils, ça ne marche pas très bien, qu'il y a trop de complications. Donc, il y a une seule qui a vu un peu le jour, c'est le pyrocarbone qui a été mise en évidence par Michel Maestro. Et moi, personnellement, j'en ai une expérience et c'est un cas à moi ici, vous voyez, il y a 10 ans de recul ces pyrocarbones, ben, ça marche bien, sauf que la société a été rachetée par les Américains, ils ne veulent plus la fabriquer, donc on ne peut plus les mettre. J'ai vu la semaine dernière une patiente à qui j'ai mis un pyrocarbone il y a 12 ans, et elle m'a dit, mais si vous devez me l'enlever dans quelques temps, comment on fera, madame? Et ben, j'ai dit, ben, on verra. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, en fait, si on ne fait pas en dehors de l'arthrodèse, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces ostéoarthropathies des métatarso-phalangiennes de la luxe, notamment dans des grades sévères où les patients ne veulent pas d'arthrodèse. Et bien donc, on va parler de tout ce qu'on peut faire d'autre. Donc, l'exostosectomie, en théorie, elle est plutôt réservée aux gens qui ont des douleurs dorsales. Vous voyez, comme cette patiente ici, qui a une douleur dorsale ici. Mince, pardon. Euh, pardon. Ah, pardon. Donc,
on sait il y a des bons résultats. Vous savez qu'au niveau de l'ostéoarthropathie, on parle de termes très jolis. On dit qu'on a une couronne ostéophytique. C'est comme si on était couronné par nos ostéophytes au niveau de l'articulation. Donc, en enlevant cette couronne, en découronnant nos patients, eh bien, on arrive à les soulager. Donc, ça, c'est le cas d'un patient avec un grade 2 d'ostéoarthropathie radiographique et qui avait juste simplement mal en dorsale. Et donc, il y a eu une exostéotomie simple. Enfin, c'est quand même un gros nettoyage articulaire qu'on fait. Et voici ces images préopératoires. Donc, il est content, il est à 2 ans, donc il peut se chausser, il peut skier, il peut faire du VTT. Et vous voyez que le grade radiographique n'est pas magnifique sur la radio. Et pourtant, déjà, Vas-y, Barbara. ah oui. Voilà, donc si ce patient, maintenant qu'il est nettoyé, se met à avoir mal, eh bien, on pourra toujours lui faire une injection intra-articulaire, puisqu'on maintenant on a des grands progrès au niveau des produits qu'on utilise pour l'arthrose. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors moi j'ai fait un topo. Que peut-on injecter dans un pied pour les nuls? C'est pour les orthopédistes. On retrouve ça sur notre site. Et donc on voit à quel niveau on peut infiltrer quoi. Et ça marche bien. Donc un patient qui a une articulation nettoyée, on peut toujours aller y infiltrer après quelque chose. Donc, il faut savoir que ces nettoyages articulaires, ils se font aussi sous arthroscopie. Le problème, c'est les débris qu'on va laisser, pardon, sous chirurgie percutanée. On fait des fraisages, comme Pierre a montré les gestes percutanés. Après, le problème, c'est qu'on peut laisser des débris. Donc, il y a des chirurgiens qui font en plus une arthroscopie. C'est ce que fait par exemple Olivier Lafenêtre. Moi, personnellement, je le fais à ciel ouvert. Donc, on va parler des ostéotomies de décompression articulaire, puisque la décompression, ça permet le mouvement. Donc, en fait, quand on a, par exemple, vous voyez ce cas qui est un grade 2, et vous voyez que donc, dès qu'on a fait l'ostéotomie, ben, il n'a plus mal, et vous voyez comment évolue son articulation entre le préopératoire et le 1 an. On a vraiment une ouverture de cette articulation. Donc, on a beaucoup de types d'ostéotomie qui vont faire donc ces détentes. Alors, je vais un peu accélérer puisque je vois que je parle trop longtemps. En gros, on fait un recul et un abaissement. Les ostéotomies les plus pratiquées sont les ostéotomies de Weil que prône notre président ici et l'ostéotomie de chevron que moi j'utilise parce que quand vous savez faire une ostéotomie, ben, vous la faites dans tous les sens. C'est quand vous savez casser un os, il suffit de faire après le mouvement que vous voulez, un raccourcissement, un déplacement, une rotation, ce que vous voulez, vous savez le faire. Donc moi j'utilise le chevron. Le principe c'est le même, on raccourcit et on abaisse un petit peu parce que le raccourcissement pourrait entraîner un report d'appui sur les autres orteils. Bon, il se trouve qu'il y a eu quand même des études qui ont été faites sur ces résultats qui sont excellents et on n'a pas de corrélation entre l'importance du raccourcissement qu'on fait, qui est en général environ de 5 mm, et en fonction de les longueurs préopératoires qu'on avait au niveau des métatarsiens et surtout le grade radio n'est pas corrélé. Donc voici un cas, je vous montre vite fait ce que ça donne 8 ans après une décompression articulaire. Donc cette patiente, elle ne voulait pas d'arthrodèse parce qu'elle mettait des talons, on peut l'imaginer. Et donc, eh ben, ça marche, voilà, de conserver l'articulation. Donc, il y a plein d'ostéotomies, c'est-à-dire que là, donc, on est dans le phénotype mécanique de l'ostéoarthropathie du gros orteil, c'est-à-dire qu'on analyse exactement ce qui se passe, c'est-à-dire toutes les causes de cette arthrose. Et suivant ce qu'on a, eh bien, on va corriger. Par exemple, on a un hallux valgus, on va corriger aussi l'hallux valgus en raccourcissant. On a un métatarsus élévatus, on va l'abaisser, etc. On peut avoir des déformations de phalanges qui ont été évaluées à 12% dans la revue de Coughlin, mais en fait, donc, à ce moment-là, vous la corrigez en même temps. Enfin, on peut tout faire. Après, il y a les ostotomies qui font des flexions dorsales de la première phalange et ensuite des ostotomies de raccourcissement de la première phalange. Alors moi, j'avoue que tout ce qui concerne la première phalange, quand j'opère un métatarsien, j'essaie de l'éviter parce que je veux à tout prix qu'il y ait du mouvement. Donc, plus on fait d'ostotomie, moins on va bouger après. Donc, ça, c'est l'expérience de terrain. Ensuite, il y a plein d'autres ostéotomies, donc je les passerai vite parce que finalement, les publications montrent qu'avec les ostéotomies soit de Weil 1, soit de Young-Swick, on peut raccourcir sans avoir vraiment de risque. Donc, du coup, peu importe de conserver la longueur du métatarsien. Et surtout que ces ostéotomies que vous voyez ici qui sont décrites, la Waterman qui a été modifiée par Diebold, qui est un chirurgien français, et la Weil décompression ostéotomie, qui est un chirurgien de Chicago, sont assez difficiles à faire, un petit peu inquiétantes par rapport au cartilage plantaire et à l'artère qui passe par là. Donc, finalement, on préfère les ostéotomies que vous avez vues avant. Donc, toutes ces techniques se font en chirurgie percutanée. Par contre, les gros grades de recommandation ne sont pas encore, ou peut-être Véronique va nous en parler tout à l'heure. Je voudrais vous dire un mot vite fait sur la lux limitus fonctionnelle, puisque le grade 0
de l'ostéoarthropathie MTP1 serait la luximitus fonctionnelle. Donc la luximitus fonctionnelle, c'est un gros orteil qui ne fait pas son job quand on met le pied en position d'appui. C'est-à-dire, vous voyez là, on a une flexion dorsale qui est nécessaire au passage du pas. Et quand vous mettez en simulation d'appui, cette flexion dorsale est bloquée. Donc ça a été très bien décrit dans ce livre qui est sur la brièveté des gastrocnémiens et où Macera, qui est un chirurgien espagnol, a montré que si on plie le genou, on arrive à compenser ça. Moi, personnellement, cette manœuvre, j'arrive pas à la faire. Par contre, Vallotton, qui est un chirurgien du genou, a démontré qu'il y a une manœuvre ici qui s'appelle le stretch test. Nous, on fait ce stretch test à tous nos patients et s'il est positif, on imagine qu'il y a un problème au niveau du coulissement du tendon fléchisseur ici et que ça explique cette flexion de l'orteil. Et on a, avec un examen baropodométrique, la possibilité de voir qu'il y a une absence d'appui ici dans la zone du gros orteil, un hyperappui ici, un hyperappui ici et un transfert d'appui ici. Et ça sont des éléments qui nous font faire une échographie et l'échographie est capable de voir ce coulissement du tendon. Donc, je vous montre vite fait un petit cas. Donc, c'est un patient. Donc, les gens disent, je viens pour un hallux valgus. Sauf que, en fait, vous voyez que la bosse est dorsale. À Amsterdam, les chirurgiens du pied, quand le patient appelle, on leur dit envoyez une photo. Si c'est un hallux valgus, c'est-à-dire que la bosse est médiale, ça va à tel chirurgien. Si c'est un hallux cubitus fonctionnel, sa bosse est dorsale, ça va au chirurgien qui fait les arthroscopies. Donc c'est assez rigolo, il fonctionne comme ça. Donc ça, c'est typiquement une bosse dorsale. Vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle un métatarsus elevatus qu'on ne voit pas toujours. Et en fait, c'est un début d'arthropathie MTP1. Sur l'échographie, on trouve une modification de l'épaisseur du tendon. Et donc à ce moment-là, on peut faire une ténolyse sous arthroscopie. On a présenté dans notre équipe une série prospective de 83 patients avec plus de 2 ans de recul il y a 2 ans à la FCP et c'est vraiment très engageant de s'occuper de tout ça. Donc là, vous voyez un résultat, c'est une patiente de 54 ans qui vient pour un dorsal bunion, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire la douleur, elle est dorsale, on lui fait une arthroscopie. Donc vous voyez là, il y a très peu d'appui au niveau du gros orteil. Et à 6 mois, elle récupère sa fonction d'appui. Vous voyez que le gros orteil commence à bien prendre sa fonction. Donc un petit mot des informations que nous avait données Virginie, qui dit que quand même le traitement non chirurgical de cette arthrose marche dans 50% des cas au stade de début, mais il faut choisir le bon traitement médical et au bon moment. Donc on a toutes ça, ces indications, je vous les passerai vite fait, on peut les retrouver sur notre site. Mais en fait, il suffit pas d'injecter, il faut aussi donner des conseils aux patients, il faut maigrir, il faut porter des semelles, il faut faire attention à ceci. Enfin, il faut coacher nos patients pour qu'ils aient du résultat avec ces traitements médicaux. Il y a beaucoup de projets futurs sur le traitement de l'arthrose, donc on est très attentif à ça pour le proposer à nos patients. Donc en conclusion, cette pathologie d'ostéoarthropathie du premier rayon ne se résume pas à une simple perte de mobilité. Il s'agit d'une pathologie multifactorielle, parfois indolore, et sa prise en charge actuellement privilégie la préservation fonctionnelle et surtout une personnalisation thérapeutique. Je vous remercie. Merci Barbara. On va peut-être pas faire trop de questions pour que les deux autres orateurs aient quand même le temps de s'exprimer, à moins qu'il y en ait une très rapide. Oui. Oui, il y a des familles d'Alux valgus. Il y a la grand-mère et puis il y a la mère. Et comment peut-on protéger la fille? Alors, c'est pas du tout la même pathologie, bien que l'arthrose du gros orteil peut compliquer un hallux valgus. Alors, si je vais répondre à votre question qui n'est pas celle du sujet, avec plaisir j'y réponds parce que c'est un vrai sujet effectivement, puisque les femmes amènent leurs enfants à la consultation. Eh bien, d'abord, il faut les observer, les diagnostiquer. Ensuite, on peut faire des mesures médicales, protéger avec des semelles, leur apprendre à muscler le pied, parce qu'en fait, en Occident, on ne marche plus du tout pieds nus. Or, la musculation intrinsèque du pied, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le gainage du pied. Donc, on leur donne des YouTube, et on leur dit, allez, musclez vos pieds, il faut bouger les orteils, il faut renforcer ce pied et le tenir avec des semelles, et ça permet d'éviter que ça aille trop vite, cette aggravation. Mais vous avez raison, il y a des familles d'Alux valgus. Et on est en train maintenant de vraiment beaucoup l'étudier avec le weight bearing CT scan, qui était une image en 3 dimensions où le pied est en appui. On a trouvé qu'il y a des anomalies de rotation du métatarsien qui expliquent ces déformations très précoces. Merci. Je vous en prie.